De l'huile contrefaite sur nos marchés, quelles dispositions sont prises par le ministère du Commerce pour mettre fin à ce dangereux trafic? Nous en parlons dans l'interview de la rédaction avec le directeur des affaires juridiques et du contentieux. La lutte contre l'insalubrité place maintenant au porte-à-porte pour mieux se faire entendre. Et ce 20 juin, pensez pour les réfugiés, des hommes et des femmes obligés de fuir leur pays à cause de l'insécurité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les campagnes de sensibilisation pour une meilleure salubrité dans les communes ne donnent pas encore les résultats escomptés. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable décidait alors à passer à une autre phase, le porte-à-porte, moyen trouvé pour une sensibilisation de proximité. Démarrage dans la commune de Yopougon en présence de Juliette Ouya. Silence absolu, auditeurs attentifs ce mardi 18 juin au quartier Andokwa dans la commune de Yopougon. Les populations écoutent religieusement les messages de sensibilisation à la salubrité délivrés en français et en malinké par le ministère de l'Environnement. C'est le début de l'opération dénommée Salubrité des flancs. Elle est bienvenue parce qu'il y a longtemps, nous-mêmes nous luttons pour ça. Parce que là, quand on verse l'eau vers les poubelles, il y a les moustiques. Ça ne nous arrange pas du tout. C'est la femme du quartier là qui salue le coin. Elle vient verser le cabato, l'oreille des riz dans le caniveau. Quand on parle de ça, il nous parle mal. À Liéma là aussi, c'est la même chose. Il y a des WC qui sont là-bas, ça régule dans le caniveau. Les populations rencontrées vont désigner parmi elles un point focal qui va travailler avec le ministère de l'Environnement sur les stratégies en matière de salubrité. Des sachets poubelles biodégradables seront également distribués gratuitement. Le but de cette opération est de faire en sorte que nos populations ne jettent plus les déchets au niveau des flancs. En venant d'ailleurs de l'autoroute, on voit des flancs qui sont sales, avec des ordures qui sont jetées sur ces flancs. Donc c'est inesthétique. L'opération Salubrité des flancs va s'étendre sur un mois et concerne tous les flancs du district d'Abidjan, notamment l'autoroute du Nord, les flancs de Texas, Bidjanté et Biégoussi à Tekoubé et Williamsville. Opération Salubrité des flancs à Beaunois. Par contre, les habitants de cette localité rêvent d'avoir de belles routes praticables. En attendant, le décor qui s'offre aux nouveaux venus dans la région n'est pas très reluisant. Michel Mambo en fait l'expérience. Son reportage. Circuler à Beaunois, un véritable calvaire, tant les rues sont dégradées. Et ce ne sont pas les chauffeurs de taxi de la ville qui diront le contraire. Leurs véhicules font bien souvent les frais des nids de poules qui règnent en maître absolu dans les artères principales. Ça nous fatigue. Mais on invite les gens à rattraper le goudron maintenant, quoi. Voilà, les autorités à rattraper le goudron maintenant. On ne peut plus circuler. Vous avez vu le taxi, il s'est enfoncé dans un trou. Pourtant, il est en pleine ville. Ça ne devait pas se faire. Et on lutte, piétons, taxi, tout le monde lutte pour avoir un passage pour pouvoir circuler. Tous les jours, il y a des accrochages entre taxis et autres véhicules. Au fil des jours, la situation s'empire. Et la saison des pluies ne vient pas pour arranger les choses. Inquiétude du côté des riverains, bientôt rallier les différents quartiers de la cité sera quasi impossible. Avec la pluie, là, on ne peut même plus circuler. Vous allez un peu au niveau de Mathieu Ekra, au niveau de la gendarmerie, la brigade de gendarmerie, mais on ne peut même pas circuler, c'est difficile. Un peu partout dans la ville, c'est comme ça. Réalisé dans les années 80, le bitume de Beaunois ploie sous le poids de l'âge. Pour donc répondre aux préoccupations des populations, les autorités annoncent de grands projets. En première ligne, le reprofilage des routes. En attendant, la population prend son mal en patience. Il lui faudra quelque temps encore braver ces crevasses pour vaquer à ses occupations. Oui. Une nouvelle grogne dans le secteur du transport, précisément du côté des taxis-compteurs au cœur de la discorde, les taxes et redevances du transport urbain. Les détails avec Hamza Diaby. Le transport urbain secoué par une crise. Le paiement annuel de la taxe de transport urbain s'élève à 100 000 francs CFA. Un paiement qui se fait dans les centres des impôts et qui est reparti entre la GETU, l'Agence des transports urbains et les collectivités du périmètre des transports urbains. La taxe de stationnement est comprise dans cette somme et elle s'élève à 18 000 francs CFA.
Mais voilà, que débourser 100 000 francs aux impôts ou 18 000 francs au district d'Abidjan ne fait pas de différence. Et les transporteurs ont vite fait le choix de la taxe la moins chère. Nous ne comprenons pas pourquoi il y a cette cohabitation de deux taxes sur le terrain, de sorte que depuis quelque temps, on a deux types de taxis qui roulent avec des documents différents. Pour une meilleure lisibilité fiscale dans le secteur, les propriétaires et chauffeurs de taxi-compteurs font recours à leur hiérarchie, le Haut Conseil des transporteurs de Côte d'Ivoire. C'est l'union qui fait la force. Si on est unis, on peut défendre tous les dossiers. Le dossier qui nous est donné ce matin, moi et mes camarades, on fera tout pour défendre. En tant que transporteurs, ils ont leurs droits, parce qu'ils ont dit pour eux. Nous aussi, on va tout faire pour comprendre aussi quelle est la vérité. La mise en place de cette deuxième taxe, si elle est confirmée, aura pour mérite de créer le désordre sur le terrain. Une autre conséquence à mettre à son actif, le faible taux de recouvrement de l'Agence des transports urbains, donc un boulet dans la réalisation de ses missions. Inauguration de nouveaux bus, une centaine hier, et puis aujourd'hui cet incendie qui a eu lieu ce matin au dépôt de la Sotra, Société des transports abidjanais située dans la commune de Koumassi. 12 bus partis en fumée, des vieux autobus non fonctionnels qui étaient stockés sur un site transformé en casse depuis le 18 juin dernier. Selon, en tout cas, la Sotra, l'origine de l'incendie serait des actes de badauds qui ont entrepris d'extraire frauduleusement du carburant contenu dans ces vieux bus. Le volontariat, cette action du don de soi, le ministère de la Jeunesse et des Sports décidé à en faire la promotion. Alors ce matin, ouverture d'un séminaire pour mieux outiller les responsables d'associations de volontariat. Juliette Ouya. Reconstruire la Côte d'Ivoire post-crise électorale et l'ériger en pays émergent d'ici à 2020 implique l'action des jeunes volontaires. Et pour atteindre cet objectif, un séminaire pour renforcer leurs capacités s'est tenu ce jeudi 20 juin. À travers des modules, notamment sur l'éducation à la vie citoyenne, l'autonomisation des femmes ou encore le volontariat et l'action humanitaire, les 40 responsables d'associations de volontariat conviés à cette rencontre seront formés à la mise en œuvre des actions contenues dans le Programme national de volontariat ou PNV. Le gouvernement ivoirien, soucieux de la promotion de l'action volontaire en Côte d'Ivoire, va voter dans les prochains jours une loi pour réglementer le secteur. En Côte d'Ivoire, plus de 30 associations de volontariat exercent notamment dans la promotion de la paix et la lutte contre la pauvreté. Le volontariat est aussi utile dans la prise en charge des réfugiés, des hommes, femmes et enfants qui ont dû tout quitter pour fuir leur pays en proie très souvent à l'insécurité. Le 20 juin est donc l'occasion d'inviter les uns et les autres à prendre une minute de leur temps à soutenir une famille contrainte à fuir par la guerre. Le monde compte plus de 45 millions de réfugiés. Toutes les 4 secondes, une personne dans le monde devient un réfugié ou un déplacé. Fuir est parfois la seule solution pour échapper aux atrocités de la guerre. Selon le rapport annuel du Haut Commissariat aux réfugiés, ils étaient 45 millions en 2012. Un chiffre qui comprend 15,4 millions de réfugiés, 28,8 millions de déplacés et 937 000 demandeurs d'asile. Des chiffres en augmentation par rapport à l'an passé, dus principalement au conflit syrien. En 2 ans, ils sont des millions à avoir fui les violences. Il est essentiel que la communauté internationale s'engage davantage pour le soutien financier des actions humanitaires et aide les pays de la région. Il est aussi très important que d'autres pays, que le Liban, la Jordanie, mais aussi la Turquie et l'Irak, qui fournissent des efforts gigantesques pour protéger les réfugiés syriens, partagent le fardeau. Syriens, Afghans, Somaliens, Soudanais, Irakiens, ils représentent la majeure partie des réfugiés dans le monde. Le responsable est toujours le même, la guerre. Les jeunes sont les premières victimes de cette situation. Un réfugié sur 2 est un enfant. Dans ce camp, en Jordanie, ils ont lâché des centaines de cerfs-volants dans le ciel avec un message, rappeler leur existence au reste du monde. On écrit des lettres pour que le monde entier nous voie. On veut que le monde voit la situation en Syrie. Nous voulons la paix et la sécurité pour rentrer dans notre pays. Et nous voulons aider les gens qui sont toujours là-bas. Bien que le nombre de réfugiés ne cesse d'augmenter, il reste une lueur d'espoir. L'année dernière, près de 3 millions de personnes ont pu retourner chez elles.
Les autorités brésiliennes cèdent sous la colère de la rue. Le prix du transport en commun a été revu à la baisse. Malgré ce recul, la fronde ne faiblit pas. Gouvernement et politique sont maintenant désemparés. La fronde se poursuit au Brésil et fait tache d'huile. Des heurts ont opposé mercredi manifestants et policiers dans la banlieue de Rio et à Fortaleza. Ce mouvement social contre la vie chère gagne les banlieues populaires et surprend par son ampleur. L'étincelle est partie de la hausse du prix des transports en commun, mais la révolte semble avoir des causes plus profondes. Elle intervient alors que le pays investit des milliards de réals pour préparer le mondial 2014. La hausse des tickets de bus a permis de nous réveiller. Maintenant, nous nous battons pour de meilleurs services sociaux, pour la sécurité et l'éducation. Nous sommes fatigués, assez d'injustice. Je veux de meilleures écoles, je veux de bons hôpitaux et pas de stade de football. Les politiques semblent quelque peu débordés. Cédant à la pression populaire, la plupart des villes du pays, à l'image de Rio et de São Paulo, se sont résolues à geler les tarifs des transports en commun. Nous allons devoir assumer les coûts budgétaires de cette baisse des prix. Nous allons être obligés de réduire les investissements en se serrant la ceinture. Mais je comprends que la question des transports soit importante. Tout le monde souhaite des transports de qualité, suffisamment fréquents et à bas prix. L'annonce d'une baisse des prix du transport n'a pas suffi à calmer les esprits. La présidente Dilma Rousseff, après quelques jours d'hésitation, a pris conscience de l'ampleur du mouvement et déclaré qu'il fallait écouter la voix de la rue et qu'elle était même fière de voir les Brésiliens se battre pour un pays plus juste. Nous sommes maintenant dans l'interview de la rédaction. La contrefaçon est un véritable fléau planétaire. Depuis quelques mois, le marché ivoirien est inondé de produits de première nécessité. Du lait, de la farine et mieux de l'huile. Une huile qui se fait remarquer par sa mauvaise odeur et sa couleur. Malgré cela, cette huile circule au nez et à la barbe du ministère du Commerce puisqu'elle est commercialisée à moindre coût et ça marche. Le reportage d'Amikanga. Commune d'Atekoubé. Seydou est vendeur de garba, mais depuis quelque temps, il a changé d'huile. Il utilise maintenant cette huile trouble bon marché. C'est pas comme une diabète, quoi. Ça dort. Quand on dépose ça comme ça dort. Ça coûte moins cher, 1 litre à 900. Du côté des clients de Seydou, la qualité douteuse de cette huile ne les empêche pas de consommer leurs plats à base de sémoule de manioc et de poisson. C'est ici, chaque midi. On vient manger à checker ici. Les bonnes huiles qui sont dans les magasins, dans les boutiques, on demande pardon, on va diminuer le prix pour avoir nous les pauvres, pour consommer les bonnes huiles, pour pouvoir manger, pour avoir la santé et ça. Un peu plus loin dans la commune d'Abobo, se trouvent des magasins de produits de première nécessité. Cette huile moins chère a conquis les cœurs. La farine, le lait en poudre, le sel, tout est emballé dans des sachets en plastique pour la vente au détail. Une pratique qui inquiète la Fédération des associations des consommateurs actifs en Côte d'Ivoire. Ces huiles-là, issues de la contrebande, après étude de la Fédération, c'est des huiles qui contiennent pour la plupart 41% d'huile de coton. Or, nous savons tous que les huiles de coton qui nous viennent des pays limitrophes contiennent donc des OGM. Les OGM sont un danger pour la santé des consommateurs. Même le lait, les boîtes de conserve telles que les sardines et autres sont concernées. D'ailleurs, de plus en plus, l'on signale des problèmes de diabète, de cancer, de cirrhose de foie. Mais tout cela est dû à tous ces produits que nous consommons. C'est inacceptable. Il faut donc que l'État se réveille. À commencer d'abord par la direction de la répression des fraudes du ministère du Commerce. Ensuite viennent les services de douane. Si la présence d'huile de grains de coton à base d'OGM est avérée, la santé des Ivoiriens serait menacée. Depuis des années, nous savons que la graine de coton contient une substance toxique appelée le gossipol. C'est pour cela que depuis longtemps, la graine de coton a été destinée uniquement à l'alimentation animale. Les recherches ont montré par exemple que l'utilisation du gossipol et de la graine de coton dans l'alimentation animale entraînait un retard de croissance, entraînait aussi des pathologies au niveau du foie. Interrogé, le ministère du Commerce ne nie pas la présence de ces produits de mauvaise qualité sur les marchés. Des bouteilles d'huile ne répondant pas aux normes ont même été saisies. À Bobo, à Gamé,
à Koumassi, à Vridi. Nous sommes conscients de ce qu'il y a de l'huile qui ne sont pas conformes à nos réglementations. Mais quand vous sortez du marché, que vous prenez les produits, quand vous sortez, vous rentrez chez vous, les opérateurs qui sont malins, ils peuvent réapprovisionner le marché. Nous avons deux numéros verts que le ministre a bien voulu mettre à la disposition des consommateurs ivoiriens pour que les opérateurs puissent nous aviser. Le danger est donc réel. Le ministère du Commerce s'attelle à retirer du marché ces produits bizarres. Mais sera-t-il possible de lutter efficacement contre ce trafic dangereux qui ressemble de plus en plus à un serpent à plusieurs têtes? Pour parler de ce problème de contrefaçon sur nos marchés, nous recevons le directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère du Commerce. Bonsoir, Monsieur Angama Ado Olivier. Bonsoir, Adi. Vous avez suivi comme moi ce reportage. Quel commentaire faites-vous? Oui, permettez-moi avant toute chose, n'est-ce pas, de vous adresser les salutations de M. Jean Lubion, ministre du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. Effectivement, vous savez que notre pays sort d'une crise et surtout au niveau de nos différentes frontières, on a eu beaucoup de difficultés. Vous avez des produits qui entrent par des portes dérobées et qui finalement constituent pour nous un réel danger sur le marché national. Face à une telle situation, que faire? Je pense que tout à l'heure, notre collègue du ministère du Commerce est revenu sur les différentes actions qui ont été menées, qui consistent pour nous à faire en sorte qu'on soit régulièrement sur le marché pour retirer tous les produits pour lesquels on pense qu'ils ne sont pas conformes à la réglementation. Monsieur Angama, on se dirait quand même que bon, la guerre, le dos large, hein, mais quand même nous avons des frontières, nous avons des douaniers. Comment est-ce que ces produits-là arrivent, dépassent nos frontières avec les douaniers qui sont là et puis maintenant ils viennent sur le marché? On a vu plein de bidons, donc ça veut dire que ce n'est même pas caché. Oui, mais évidemment, on a effectivement un sérieux problème au niveau de nos frontières qui sont plus ou moins poreuses. On a des importations maritimes pour lesquelles le contrôle est plus ou moins bien assuré. Et puis vous avez toutes ces zones frontalières avec plusieurs autres pays qui plus ou moins ne sont pas sécurisés à 100%. Et donc c'est des contrebandiers qui trouvent des moyens de faire entrer les produits. Donc tantôt la douane n'est pas informée de ce qui entre. Notre rôle, nous, en tant que ministère du Commerce, c'est lorsque le produit est sur le marché intérieur. Donc ça veut dire que ces produits-là arrivent par la route? En tout cas, d'après les différentes investigations que nous avons menées, la plupart de ces produits passent par la route et échappent bien souvent au contrôle douanier. Avec ces gros camions là. Avec ces gros camions. C'est vraiment un trafic qui est bien organisé. Parfois, on est obligé de mener des enquêtes même de nuit pour pouvoir déceler ce trafic. Évidemment, il y a des fois où il y a des complicités, ça également, il faut le dire, il y a des complicités. Pour nous, il faut relativiser les choses. On a, je pense, deux cas de figure. Il y a une disposition chez nous qui a été prise pour faire en sorte que l'huile qui vient en Côte d'Ivoire soit fortifiée à la vitamine A. Cela est fait à des fins de santé publique pour permettre à toute population ayant des carences en vitamine A de pouvoir justement s'enrichir à travers cette consommation. Donc, quand on parle d'huile de mauvaise qualité, pour la réglementation ivoirienne, l'huile qui entre, qui est destinée à la consommation humaine, qui n'est pas enrichie à la vitamine A, est supposée de l'huile prohibée. Donc, il y a cette catégorie. Et puis, comme le reportage l'a montré, vous avez une autre catégorie d'huile qui ne respecte même pas les règles sanitaires, les règles d'hygiène et qui entre sur le marché. Donc, pour le ministère du Commerce, que ce soit de l'huile prohibée ou que ce soit de l'huile qui ne respecte pas la réglementation en vigueur, il faut tout mettre en œuvre pour les retirer. Le vrai problème, comme je l'ai dit, c'était un problème de frontières poreuses. Le ministre a bien saisi la question. Le ministère du Commerce vient de faire un redéploiement massif de ses agents en ouvrant des directions aux différentes frontières, à Ferké, à Korogo, à Odiéné, pour faire en sorte qu'après le cordon douanier juste, on ait des agents du ministère du Commerce pour éviter que ces produits-là ne puissent venir jusqu'au cœur de la capitale. Même si les douaniers voient ces produits, comment reconnaître le vrai du faux? Il y a aussi ce problème. Oui, normalement, les douaniers sont formés pour cela. Ils sont formés pour cela. Et généralement, vous l'avez vu tout à l'heure dans le reportage, de par l'emballage, le préemballé ou l'étiquetage d'un produit, pour ceux qui sont formés, déjà, on a ce qu'on appelle des soupçons, des doutes. Et chaque fois qu'on constate qu'un produit a une, je dirais, apparence qui laisse à penser que ce produit n'a pas été fabriqué dans des conditions normales, pour être tout agent, il s'agit justement de saisir le produit et de procéder à des analyses. Et puis tout produit qui entre a des documents qui l'accompagnent. Donc il s'agit pour nous également de voir est-ce que les documents d'accompagnement du produit sont de bons documents ou est-ce des documents falsifiés.
C'est fastidieux, hein, monsieur Angama? Oui, ce n'est pas une œuvre facile, comme on le dit, quand vous réfléchissez, n'est-ce pas, pour empêcher l'entrée de la fraude. Le fraudeur également réfléchit pour contourner toutes les méthodes, toutes les stratégies. Parce que là, notre reporter ne l'a pas signalé dans le reportage, mais elle nous l'a dit, les bidons qu'on a vus sont de couleur jaune. Et ce qu'on a l'habitude de voir ici sont de couleur verte. Mais maintenant, ils arrivent à laisser le bidon jaune, ça veut dire le contenu du bidon jaune, on le met dans le bidon vert et puis... Bon. Oui, vous touchez du doigt vraiment le vrai problème qu'on a, qui est que dès qu'ils ont su que de manière systématique, on retirait ces bidons qui avaient cette couleur suspecte, ils ont trouvé, n'est-ce pas, la solution en transvasant dans les bidons connus ici. Donc, il s'agit pour nos agents, chaque fois qu'ils trouvent l'huile, que ce soit dans des bidons de couleur jaune ou non, de faire des prélèvements, de s'adresser à un laboratoire et puis par la suite, de pouvoir retirer cette huile du marché. Mais en tout état de cause, ce qui est important, c'est la collaboration de la population. On a suivi le reportage, c'est là qu'il y a un problème. Celui qui apparemment sait qu'un produit a des difficultés, un produit ne prend pas toutes les caractéristiques nécessaires pour sa consommation et qui accepte de le consommer. Paraît que ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais, vous savez que ça sent mauvais, vous consommez. Ce n'est pas ce qu'on attend de la population. On attend de la population qu'elle puisse, n'est-ce pas, saisir le ministère du Commerce pour dire à tel endroit X d'Abobo, on a des produits qui vraiment sont de qualité douteuse, et on vous demande de venir intervenir. C'est cette collaboration qui va nous permettre d'estiper du marché ce genre de produits. Il va falloir aussi arriver dans les marchés, ne reste pas seulement aux frontières, parce que la majorité de la population ivoirienne est quand même analphabète. Donc acheter quelque chose à moins de coût, bon, on est vraiment content. Donc, et puis on s'est dit, bon, si c'est arrivé jusqu'au marché, c'est que bon, c'est un bon produit. Donc c'est difficile. Oui, c'est difficile. Nous sommes dans les marchés, nous sommes, je ne vous le dis pas, ce commerce-là prospère beaucoup plus dans les quartiers précaires. Vous avez dû le constater également dans votre reportage. Donc, nous sommes obligés d'avoir ce qu'on appelle des indicateurs dans ces quartiers qui nous informent, puisque le produit arrive généralement la nuit. Ils ont un système de distribution qui est très efficace, qui fait que avant, je dirais, 6 heures du matin, le produit est écoulé. Donc, il faut vraiment de fins limiers pour pouvoir le percevoir et puis intervenir. Donc, pour nous, c'est la population qui peut nous aider à être efficace sur ce sujet. Et comment est-ce que cette population peut signaler les produits contrefaits? Oui, on l'a souligné tout à l'heure, le ministère du Commerce. Le téléphone. Voilà, le téléphone est là. On a dans toutes les directions, dans toutes les régions du pays, on a une représentation. Donc, on a des agents qui sont là, qui sont formés pour pouvoir intervenir. Ce qu'on demande, c'est chaque fois qu'il y a vraiment des suspicions sur un produit donné, que la population puisse rapidement saisir le ministère du Commerce pour qu'on puisse intervenir. Vous avez du boulot, hein? Oui, la tâche est immense, mais je pense qu'on peut la réussir avec l'aide de l'ensemble de la population, n'est-ce pas, qui doit comprendre qu'il ne faut pas encourager les fraudeurs à tuer notre industrie, il ne faut pas encourager les fraudeurs, n'est-ce pas, à tuer notre population. Il faut dénoncer de telles pratiques pour que l'administration puisse assurer efficacement la protection des populations. Je suis sûr que cette population qui nous écoute dirait on ne va pas faire le travail à votre place. Donc c'est à vous déjà aussi, ministère du Commerce, de prendre les devants pour ne même pas que ces produits-là commencent même à inonder nos marchés. Oui, tout à fait, c'est ce qui est fait. Et progressivement, chaque fois, le gouvernement est obligé aussi bien du point de vue de la réglementation, de voir comment faire en sorte qu'on puisse éviter cela. La vraie difficulté, c'est que l'importation de l'huile n'est pas interdite en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut le souligner. L'importation est libre. Mais il se trouve qu'au-delà de l'importation, il y a des produits qui ne respectent pas nos normes qui entrent. Donc, pour faire sortir ces produits, nous sommes sur le terrain, nous investiguons, mais nous ne pouvons réussir cette tâche, comme je le souligne, sans l'aide de la population. Bon, si on parle toujours de cette huile-là, on va dire que bon, on a su que bon, elle est de qualité douteuse parce que bon, ça sent mauvais. Mais il pouvait arriver que cette huile arrive et qu'elle n'ait pas d'odeur. Et tout, comment savoir que bon, le produit n'est pas bon? Donc, je pense que, M. Angama, ça pose même le problème aussi au sein de notre pays. Comment faire en sorte que les produits qui quittent de l'extérieur et qui arrivent chez nous, là, comment savoir que ces produits-là sont de bonne qualité? Oui, tout à l'heure, j'avais abordé un aspect réglementaire et qui est-ce qu'on les contrôle même avant? On a en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle Codinum, qui est en train de faire du travail excellent là-dessus et qui va consister pour ce genre de produits, chaque fois qu'il doit pouvoir entrer, à mettre un label qualité qui permet de s'assurer que le produit a fait l'objet de l'ensemble des contrôles avant de rentrer sur le marché ivoirien. Donc, c'est la solution qui a été trouvée au niveau du gouvernement. Les travaux se poursuivent et je pense que ça va permettre, en tout cas pour tous les produits qui doivent entrer en Côte d'Ivoire, de dire tel produit est certifié au label ivoirien ou il ne l'est pas. Et ça permet aux consommateurs, quand ils ne voient pas ce sigle, de s'abstenir d'acheter le produit. Et c'est pour quand?
Je pense que les travaux avancent. Et évidemment, ça nécessite un financement important. Et je pense que lorsque vous allez recevoir, n'est-ce pas, nos collègues de Codinum, ils pourront nous en dire plus. Mais je sais que les choses avancent à ce niveau. C'est de faire en sorte qu'au niveau des normes, au niveau de la certification, on ait un label ivoirien, comme dans les pays développés, qui nous permet de dire que tel produit vraiment respecte les normes en Côte d'Ivoire et que le consommateur, effectivement, peut s'approprier ce produit. Tâche pas facile. Dans le reportage, on a entendu M. Marius Komoré, président aussi d'une association de consommateurs, indexer un peu la direction de la répression et des fraudes. Qu'est-ce qu'elle fait réellement, cette direction? Quelles sont ses missions? Oui, la direction, comme son nom l'indique, n'est-ce pas, est chargée de réprimer toutes les fraudes. Et les fraudes, elles sont variées, elles concernent toutes sortes de produits. Et la direction se déploie régulièrement, que ce soit dans les unités industrielles ou que ce soit vraiment dans le petit commerce. La direction est présente. Elle a assez d'hommes et de femmes? Malheureusement, je dirais non. Par rapport à l'ampleur de la tâche, je ne pense pas qu'elle soit suffisamment équipée en ressources humaines. Le gouvernement a fait des efforts ces dernières années, mais ça ne permet pas de couvrir totalement l'étendue du territoire. Et donc, on espère que les choses vont s'améliorer. Mais c'est un travail qui est fait quotidiennement, des produits qui sont retirés d'importantes valeurs, qui sont détruits par la suite. Donc, il y a un travail qui est fait. Mais évidemment, pour la population, ce travail est insuffisant. Nous en sommes conscients et nous réfléchissons à comment faire en sorte qu'on puisse être beaucoup plus présent et qu'on puisse répondre aux attentes de la population. Hormis la contrefaçon, il y a aussi la spéculation de nombreux produits. Et là, il y a des moments bien choisis. Dans quelques semaines, je dirais, il y a le Ramadan. C'est l'occasion ou jamais, en tout cas, de faire monter les enchères. Qu'est-ce que vous avez prévu? Tout à fait, c'est une question fondamentale. On le sait depuis les années 91. La Côte d'Ivoire a opté pour le libéralisme économique. Et donc, les prix sont librement déterminés par les acteurs du marché. Nous, notre rôle, c'est d'intervenir lorsqu'on constate effectivement qu'il y a des situations inflationnistes importantes. Et c'est ce qu'on fait généralement dans des périodes assez importantes. Vous parlez par exemple de la période du Ramadan. Déjà, nos services sont aux aguets. On a rencontré la plupart des acteurs, ceux du sucre, ceux du lait. Donc, les produits qui sont utilisés abondamment pendant cette période, on discute avec les acteurs pour faire en sorte qu'on ne puisse pas profiter de cette période-là pour, je dirais, augmenter abusivement les prix. Donc, les discussions se poursuivent. Notre rôle, c'est de faire en sorte que dans ces périodes capitales, on puisse vraiment gérer les prix. D'accord, en tout cas, je pense que les téléspectateurs qui nous suivent ont compris. La tâche n'est pas facile, donc le pari n'est pas encore gagné. En tout cas, de pouvoir lutter contre la contrefaçon sur nos marchés et puis aussi de lutter efficacement contre la spéculation. Mais vous vous y attelez et puis, bon, nous, RTI2, nous allons vous suivre et puis voir un peu comment est-ce que vous travaillez. Ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur RTI2.